Lors d'un fantastique séisme à Tokyo, 9,5 sur l'échelle de Richter, Lynn, qui est une hôtesse de l'air et qui est en escale dans cette ville, se retrouve bloquée sous les décombres pendant près de 8 jours. C'est une miraculée absolument incroyable. L'extérieur, elle a l'air parfaite. En revanche, à l'intérieur, elle est totalement brisée. C'est quoi le point de départ de cette histoire extrêmement délicate d'ailleurs? Alors je dirais qu'il y a 2 points de départ. D'abord une passion pour le Japon que j'ai découvert par la littérature, puisque j'ai fait que 2 courts voyages au Japon il y a quelques années. Mais j'aime beaucoup les auteurs japonais, les auteurs contemporains comme Haruki Murakami ou Ogawa, l'univers un peu plus violent, trash de Murakami Ryu. Et voilà, donc j'ai découvert le Japon à travers les livres. Et il y a quelques années, j'ai pu partir avec une amie hôtesse de l'air pour un voyage, 2 voyages éclairs à Tokyo, où je rêvais d'aller. Donc j'ai fait ce voyage avec l'équipage de cette compagnie. C'était 2 jours d'escale, 2 jours de vol. J'ai vécu au plus près des hôtesses et des stewards. Et je me souviens que quand on est arrivé dans l'hôtel Tokyo Elite où on était logé, un grand hôtel avec une vue magnifique sur la ville, sur le bureau de la chambre d'hôtel était posé un casque, type casque de chantier, et toute une liste des gestes à avoir en cas de séisme. Donc ça m'a frappée. Alors je savais que le Japon était soumis au séisme, j'avais lu notamment après le tremblement de terre de Haruki Murakami, mais ça m'a frappée, je me suis demandé ce que c'était que de vivre, de grandir dans un pays comme ça, et je pense que c'est là où le personnage de Saki notamment est né, avec qui Lynn va se retrouver sous les décombres pendant 8 jours. Caroline, comment est-ce qu'on négocie avec ses propres traumatismes? Alors, vaste question. Dans le cas de Lynn, ce traumatisme renvoie à un traumatisme antérieur. Le séisme, en fait, il y a le phénomène des ondes de choc, à la fois géologiques, mais aussi intimes, et c'est exactement ce qui lui arrive. C'est que quand elle revient de Tokyo, elle est ce qu'on appelle une miraculée avec le fameux syndrome de Lazare, qui vient de cette scène dans la Bible où Lazare est ressuscité par Jésus 4 jours après sa mort. Et lorsqu'il revient, il est incapable de retrouver la vie qu'il avait avant. Donc il imagine que le monde a changé, que les gens autour de lui ont changé, sa famille, ses amis, mais c'est lui finalement qui n'est plus le même. Donc il y a déjà cette question du miraculé. Quand on revient d'un miracle comme celui de Lynn, quand on survit, il y a cette double identité de victime et de survivante. On est censé vivre ça comme une chance. Et c'est ce qui mine d'ailleurs Lynn, c'est pourquoi moi j'ai eu cette chance et pas les autres. Mais surtout, comment est-ce qu'on se remet d'un miracle, comment on survit à ça? Et dans le cas de Lynn, c'est comme si il y avait un phénomène d'onde de choc, comme si des lignes sous-jacentes, des failles sous-jacentes d'un coup étaient fracturées. Et le livre est un peu construit de cette manière-là. On a un va-et-vient entre passé et présent. Et tout doucement, en remontant ces lignes de faille, on remonte sur un premier traumatisme et on comprend de quelle manière les deux se font écho. Votre roman se décline en 2 temps, déconstruction, reconstruction. Est-ce qu'il faut toucher le fond pour retrouver le sens de sa vie? Dans le cas de Lynn, je pense que oui, c'est ce qui se passe. Elle, finalement, il y a 2 étapes, parce que c'est un personnage qui ne parle pas, qui fait semblant beaucoup quand elle revient, qui ment même à son entourage. Et je crois que c'est quand elle arrive à son point de rupture qu'il y a comme un... D'ailleurs, elle a des phénomènes de flash, de réminiscence qui reviennent sans arrêt, mais qu'elle n'arrive pas à saisir tout à fait. Et il y a un moment, un déclic, je crois que c'est son corps d'ailleurs qui lui dit stop, c'est même pas sa tête, son mental. Elle fuit. Et après avoir touché justement cette solitude extrême, c'est sur la fameuse île Insula qu'elle va commencer doucement à se réparer, au contact de la nature, au contact des éléments, au contact de certaines personnes. Donc oui, je pense qu'il y a cette étape peut-être où elle est obligée d'aller au fond d'elle-même, de toucher cet ancien traumatisme justement pour pouvoir remonter. Vous écrivez dans votre livre, des îles apparaissent après les séismes. Ces îles sont bien réelles, en même temps elles sont totalement métaphoriques. Est-ce que ce sont elles qui ouvrent tous les champs des possibles? La notion d'île, en effet, dans le livre, c'est cette île où elle part se réfugier. Donc c'est à la fois l'île refuge pour certains, pour Saki par exemple, ce serait une île prison.
Mais pour elle, ce refuge, cet enfermement, le fait d'être au milieu d'un océan, d'être encerclée, c'est un point, oui, de réparation. Et dans le livre, il y a aussi la notion d'île intime, où je fais référence au fameux insula, donc une toute petite partie du cerveau, le cortex insulaire, une partie assez cachée, assez mystérieuse. On trouve quelques articles, mais pas tant que ça, sur cette zone qui reste oui, mystérieuse. Et ce serait une zone du cerveau qui serait reliée aux émotions. En fait, quand cette zone est abîmée, entre guillemets, le rapport au monde, aux autres, à soi-même change. Et notamment les émotions qui ont tendance à être coupées. Donc j'ai imaginé cette île géographique, cette île intime. Et en fait, l'île est à la fois le corps, la mémoire de Lynn, ça forme une espèce de tout fermé, un bloc. Lynn part se réfugier sur une île au milieu de l'Atlantique. Racontez-nous cette île qui est totalement battue par les éléments. Alors l'île d'Insula, c'est une île que j'ai imaginée. Je me suis inspirée d'îles que j'aime, donc, mais ce n'est pas une île qui existe. Et je dirais que c'est un mélange entre des îles lointaines, la Charente-Maritime, la Bretagne. On retrouve les embruns, on retrouve les tempêtes, on retrouve des maisons basses en pierre brute qu'on aurait en Bretagne, mais qu'on n'aurait pas forcément dans certaines régions de Charente-Maritime. Donc c'est une île un peu métaphorique, imaginaire, et c'est l'île de la reconstruction de Lynn. Et ce que je voulais, c'est que chaque lecteur puisse projeter sa propre île. Votre roman est rythmé par des petits haïkus, qui sont ces petits poèmes japonais très courts, puis par des tap, 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 et puis le silence. Lynn, quand elle revient, donc on en a parlé, elle souffre du fameux syndrome de Lazare et elle a une mémoire traumatique. C'est-à-dire qu'elle a oublié tout ce qui s'est passé au moment du séisme. Elle se souvient des premières secondes, du bruit du grondement de la terre, des immeubles qui s'écroulent. Et ensuite, c'est le noir total. Donc elle est sauvée 8 jours après, mais pendant ces 8 jours, c'est le noir. Et elle a des petits flashs qui remontent tout doucement à sa conscience. Ça, c'est la première partie du livre. Donc on imagine le noir total, puisqu'elle est enfermée, et la seule chose qui se met à remonter tout doucement, c'est le fameux tap-tap-tap. Donc on prendra, je ne vais peut-être pas le dire ici ce que c'est, mais on le comprendra. Mais il y a ce bruit qui est là, ce noir, et les petits poèmes inspirés des haïkus. J'ai pas respecté la forme exacte, le nombre de syllabes, mais on s'est clairement inspiré de ce type d'écrit, et je trouvais que c'était ce qui correspondait le mieux à la mémoire de Lynn, puisqu'elle fonctionne par réminiscence, par flash. Donc on a des haïkus qui sont des petits textes très épurés, comme des petites flashs de mots. Et c'est de cette manière-là qu'on rentre dans l'esprit de Lynn et dans ce qu'elle vit. Comment vit-on après ça? Ne cesse de répéter Lynn dans cet ouvrage. Comment vit-on après ça? Est-ce que c'est quelque chose qui résonne avec l'actualité, résonne en vous avec ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde? Oui, c'est pendant l'écriture du livre, j'ai lu des témoignages de survivants, notamment des attentats du Bataclan, de tueries dans des lycées aux États-Unis. Enfin, on est quand même submergé par toute cette actualité violente. Et ce qui m'a marqué, c'était cet homme au Bataclan qui, 1 an ou 2 ans après les faits, a fini par se suicider parce qu'il n'arrivait pas à revivre. Cette adolescente aussi aux États-Unis qui s'est suicidée quelques mois après les faits parce qu'elle avait survécu et pas ses amis. Et au moment où je finissais l'écriture d'Insula, il y a eu le Covid, le confinement. Qu'on a chacun vécu d'une manière différente, mais oui, on est quand même entouré par tous ces faits violents, et la question c'est en effet comment on vit pour ceux qui l'ont vécu après ça, à côté de ça. Oui, c'est une vraie question, je pense, aujourd'hui. Comme chez Daphné du Maurier, dont vous citez Rebecca, votre ouvrage fraye avec la mélancolie, voire le fantastique. Oui, c'est vrai que, en fait, Saki, alors je ne veux pas forcément en parler beaucoup pour ne pas révéler trop de choses, mais
puisque c'est au milieu du livre qu'elle se souvient de la présence de Saki. Pour moi, c'était un personnage, déjà c'est une amitié fulgurante entre deux femmes, au cœur d'une tempête. Je pense que Lynn survit essentiellement parce qu'elles sont deux. Et donc on imagine deux femmes coincées dans le noir pendant 8 jours, qui ne se voient pas. Lynn ne connaîtra jamais le visage de Saki. Tout ce qu'elle entend, c'est sa voix, ses mots, sa peau. Et il y a comme un effet de miroir qui se fait, puisque toutes les deux, elles replongent aussi dans leur enfance, dans leur histoire. Et Lynn, quand elle va partir sur cette île, c'est aussi sur les traces de l'histoire de Saki. Donc Saki, le fait que ce soit un personnage qu'on ne voit jamais, dont on connaît l'histoire, certains échos en tout cas, qui erre un peu sur cette île de manière fantomatique, oui, c'est comme une espèce de double de Lynn. Est-ce que vous êtes comme Lynn tatouée? Non, on m'a posé la question, déjà. Mais non, j'ai pas de tatouage. Mais peut-être qu'un jour j'en ferai un. Qu'est-ce qu'il y a de vous dans ce roman, Caroline? Alors, j'ai jamais vécu de séisme comme Lynn. Je pourrais pas vous dire exactement. Je pense que dans tous les récits, dans tout ce qu'on écrit, il y a forcément de nous, même de manière inconsciente. Il y a sûrement mon amour de la mer, des paysages de bord de mer, des îles. C'est pas un hasard si j'ai choisi un refuge sur une île pour Lynn. J'adore les îles. Mon rapport à Paris qui peut être quelquefois ambigu. Ville que j'adore, ville qui peut être étouffante aussi par moments. Donc oui, je pense qu'il y a quelques petites choses de moi qu'on retrouve, mais de manière inconsciente plus qu'autre chose, je pense. Demain, vous partez en voyage. Quel livre vous glissez dans votre sac? Alors, c'est une question difficile, parce qu'il y a beaucoup de livres et d'auteurs que j'aime, mais je dirais Au sud de la frontière, à l'ouest du soleil, d'Haruki Murakami. Parce que c'est un livre qui est très poétique, mélancolique. On retrouve les fameux personnages japonais évanescents, un peu fantomatiques. Donc, quand on relit ce livre, j'ai l'impression qu'on découvre à chaque fois des détails différents qu'on n'avait pas forcément vus à la première lecture. Donc c'est une lecture qui peut se faire et se refaire. Un voyageur pénètre dans une chambre, il tombe sur votre livre, Insula. Qu'est-ce que vous aimeriez lui souffler à l'oreille pour le convaincre d'ouvrir votre livre? Je pense que c'est une invitation au voyage, à la fois géographique et intime, surtout. C'est un cheminement vers une renaissance et qui se fait à travers aussi le rapport justement à la mer, à la nature, au paysage, aux hommes. Voilà.